Mehdi Guedda, je l'ai rencontré très vite au départ de cette manifestation et on s'est rendu compte qu'on avait des raisons de continuer au-delà même de cette manifestation. Et, parce qu'il est dans cette même dynamique de vouloir faire plus, faire encore plus. Parce qu'en fait, le leitmotiv qui revient en permanence dans nos discussions, c'est que beaucoup de choses ont été faites, mais il y a encore une montagne à gravir. Et donc, l'idée, c'est que plus on fait, c'est certainement mieux, me semble-t-il. Donc, on est dans cette philosophie. Et pour moi, Mehdi Guedda et le Fab Lab digital EPNA qui dirige est pour moi un partenaire de premier plan pour ce Tour de France entrepreneuriat handicap et numérique. Alors, je te laisse la parole. Je ne dévoile pas. J'ai un quart d'heure, je crois, hein, c'est ça. Voilà. C'est la règle, on a tous un quart d'heure. Merci. Alors déjà, bonjour à tout le monde. Je crois que je suis chronométré, c'est ça? Non, c'est pour la vérification. Voilà. Alors moi, j'aime bien commencer par détendre, voilà, plaisanter un petit peu. Mais vous m'avez vu tourner tout à l'heure et j'avais pas le même visage. J'étais plutôt concentré parce que je faisais mes trucs, bouge et puis ça. Et je suis très chiant et très exigeant. Voilà. Donc je le précise. Pour les micros, je vérifierai que tout va bien. Mais en fait, mon métier, et je le fais avec Réjeanne Certain, qui est aujourd'hui là, à l'EPNAC, qui est un établissement public national qui accueille 6000 personnes en situation de handicap sur 365 jours sur le territoire métropole France et en Outre-mer, en Guyane. Donc voilà, tout type de handicap, de l'enfance à l'adulte. Et au sein de cet établissement public a été créé donc un Fab Lab digital dont comment dire, le slogan qu'on a mis là-haut sur un kakémono, hein, pompeusement. Alors on a beaucoup réfléchi, hein, on voulait quelque chose qui soit assez court parce que le chargé de com dit qu'il faut que ce soit court, que ça rentre dans une case. Mais effectivement, ce qu'on fait, c'est multitâche. Ce qu'on fait tous ici, c'est multitâche. On fait beaucoup de choses. Et donc, nous, il a fallu finalement résumer ce qu'on fait. Donc, innover avec et pour tous, expérimenter sans barrière, afin que la technologie soit accessible à chaque personne, chaque potentiel. C'est ce qui est inscrit sur ce kakémono. On le matérialise et je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est le hackathon. C'est notre événement phare, c'est notre outil phare. Le hackathon, donc pour résumer, c'est la contraction de hacking ou hacker et marathon. Voilà. C'est une pratique qui existe depuis bien longtemps maintenant, 60 ans d'expérience dans le monde. On a commencé pas obligatoirement par les Américains d'ailleurs, voilà. Mais en tout cas, dans le médico-social en France, on essaye depuis quelques années de pousser ce genre de pratique, qui est en fait un challenge qui va durer entre 24 et 48 heures, dans lequel on va faire participer des professionnels sur un sujet. Hein. Alors, je parlais de médico-social, mais ça pourrait être la banque, par exemple. Donc, on va faire venir les professionnels de la banque sur le thème de améliorer la numérisation ou la digitalisation du système bancaire, par exemple. Je vous donne c'est un exemple que j'ai vécu, donc je peux en parler. Je l'ai vécu en 2001. Donc, on a les professionnels qui se retrouvent par équipe pendant 24 heures et qui vont essayer de faire le meilleur projet d'amélioration sur le thème qui est donné. Et l'idée, c'est que à la fin, un jury se réunit et qui décide, tiens, tel projet est vainqueur. Et ça a un avantage quand même, c'est que ça rend les choses plutôt sympas. Ça évite aux professionnels de réfléchir sous le bâton de leur direction ou de leur manager. Ça leur permet de se retrouver peut-être avec leurs collègues dans un espace ludique, pédagogique limite. Ils vont partager, ils vont apprendre des choses sur un sujet qu'ils sont censés maîtriser. Et puis peut-être qu'ils vont s'apercevoir que finalement ils le maîtrisent pas.
Et si on rapproche ça au médico-social, le Fab Lab Digital s'est spécialisé à l'EPNAC dans la réalisation de ce type d'événement parce qu'on s'est aperçu que on arrivait avec cet événement à faire peut-être en une journée, en un événement, donc en 24 heures ou même en moins de 24 heures, à sensibiliser, sans le dire, des participants, des organisateurs de l'événement et peut-être tous les gens qui allaient graviter autour de l'événement hackathon. Le médico-social ou le handicap, on connaît, on sait ce que c'est à tous les âges, on est confronté au handicap. On en est témoin, on le voit et voilà. Mais on a travaillé avec des étudiants de l'Institut national des sciences appliquées. C'est une très belle rencontre pour nous. Et ces jeunes étudiants qui sont de futurs ingénieurs, de futurs managers, de futurs chefs d'entreprise, on s'est aperçu que dans un environnement humaniste, qui est celui des INSA, donc leur école, n'étaient pas obligatoirement sensibilisés au handicap, sauf à travers une journée où on va leur expliquer en gros ce qui existe comme type de handicap. Voilà. Et donc, ils ont fait leur journée qui va compter dans leur cursus universitaire. Et on va mettre une petite signature, un émargement. Ils ont fait 2 heures. Ils se sont endormis pendant une session, voilà, ou parce que c'est super chiant. En vérité, les types de handicap, la liste des types de handicap, on est bien d'accord que c'est peut-être super chiant. En tout cas, ça n'apprend rien. Ce qui compte, c'est l'expérience. Et dans l'expérience, il y a la rencontre, il y a le fait de se confronter. Et finalement, le fait de se confronter, c'est ce qu'on a décidé de faire avec les hackathons, en confrontant d'abord les étudiants des instituts nationaux des sciences impliquées à des personnes en situation de handicap, à des professionnels qui accompagnent les personnes en situation de handicap au quotidien, de les faire travailler tous ensemble sur un thème bien précis, mais en s'amusant au maximum. Et ça, c'est la petite touche qu'on essaye d'apporter. Je disais hier à mes collègues, toujours du sérieux, toujours des projets sérieux, parce que c'est un sujet qui est sérieux, qui mérite qu'on soit sérieux avec, mais aussi toujours du fun. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que moi j'arrive dans un espace dans lequel je ne vais pas m'amuser. Donc concrètement, l'idée c'est de s'amuser au maximum. Alors je ne sais pas si vous me suivez jusque-là, je pense que ça reste assez clair. Concrètement aujourd'hui, on essaye, on est en cours tous les 3 mois à peu près en France et on espère aussi en Europe avec des partenaires. On essaie de se réunir dans des lieux qui nous accueillent et de monter rapidement en flash comme ça, une organisation flash parce que c'est ce qu'on sait faire, un hackathon qui va durer 7 heures et qui cette fois ne va pas avoir des étudiants ingénieurs parce que c'est un petit peu trop facile en fait les étudiants ingénieurs. C'est vraiment des équipes qui soient mixtes avec une représentation majoritaire des personnes. Et c'est le fameux innover avec et pour tous, puisqu'on s'est aperçu que finalement, dans la forme, notre hackathon était bien, mais ça restait un hackathon étudiant. C'était cool sur le sujet du handicap, c'est bien, c'est comme si on faisait de la charité. L'idée, c'est de ne plus faire de la charité. L'idée, c'est de faire finalement ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, selon nous, sur ce genre d'événement, c'est de se dire une fois pour toutes que, je vous parlais de la banque tout à l'heure, dans un hackathon bancaire, les professionnels, les experts, c'était les gens qui travaillaient dans la banque. La vraie question, c'est qui sont les experts du handicap? Et mes patrons ou les patrons de mes collaborateurs ou de nos partenaires diraient, les experts, déjà, on a les assistantes sociales, les psychologues, les kinés, les éducateurs, les rééducateurs, les médecins. Eux sont les experts. Notre réponse à nous, systématiquement, parce qu'on l'a vu et on peut en témoigner grâce au hackathon, grâce à cet événement où on provoque l'échange et la rencontre, le partage,
là où on a de nouvelles idées qui peuvent éclore d'un seul coup, alors qu'on n'avait pas prévu ça sur un thème, pourtant qu'on avait travaillé. On fait des très beaux cahiers des charges où on imagine tous les scénarios possibles, et on a des surprises qui viennent des vrais experts. Les experts, bah, ce sont les personnes qui vivent. Enfin, je veux dire, si on me demande, si vous voulez savoir aujourd'hui, c'est quoi la condition noire en France, le meilleur expert dans la salle, bon, hormis Aline qui me bat un petit peu là-dessus, mais de la condition noire, c'est moi. Sincèrement, vous allez pas me la faire, c'est moi. Donc, pourquoi est-ce que dans notre hackathon, et c'est la réponse qu'on apporte aussi, on va pas appeler les personnes qui sont concernées par ça? Mais je tiens à dire une chose aussi, c'est que le terme personne en situation de handicap, moi, me gêne un petit peu. Parce que je vous parlais de la condition noire, et vous avez vu que j'ai fait un parallèle. Et je me permets de le faire parce que c'est exactement ce qu'on peut faire grâce au hackathon. C'est aussi dédramatiser toutes ces choses qui sont dramatiques et dont on ne peut pas parler parce qu'elles sont tabous. Parce que, par exemple, aujourd'hui, le sujet, c'est est-ce qu'on dit personne handicapée, est-ce qu'on dit handicapé, ou est-ce qu'on dit personne en situation de handicap? Alors moi, on me reprend. Donc à la fin, je dis personne en situation de handicap. Mais déjà, c'est super long. Et parfois, j'ai envie de dire c'est Jean-Jacques, quoi. S'il s'appelle Jean-Jacques, je vais pas aller. Voilà. Et il est dans une équipe dans le hackathon, et la question ne se pose plus. Et je me pose des questions là-dessus parce que vous savez, moi, j'ai l'esprit un peu naïf. Je suis pas un spécialiste, je suis pas un expert. Je me suis cassé le genou il y a 1 an. Donc j'ai été en situation de handicap pendant quelques mois. Je me suis aperçu ce que c'était aussi que les difficultés d'accessibilité, les escaliers trop restreints, ou bien quand on glisse, le genou il part d'un côté parce qu'on est un petit peu fatigué, parce qu'on a fait de la marche toute la journée. Enfin bref. Mais à part ça, j'ai pas beaucoup d'expérience. Et c'est pour ça que le hackathon qu'on propose, le hackathon qu'on essaye de faire, vraiment donner la parole à ceux qui savent, qui ont vécu, ceux qui accompagnent, ceux qui savent, et puis à ceux aussi qui ont vécu, parce que effectivement, je pourrais parler de ma période de 6 mois avec mon genou entre 2023 et 2024. C'est une expérience que j'ai vécue. Et si on devait parler de l'accessibilité dans les locaux professionnels pour les personnes en situation de handicap, je pourrais parler de cette expérience. Voilà. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est l'idée de dire c'est un outil qui est facile à mettre en place. Nous, on le met en place avec n'importe quel partenaire. Fab Lab Digital, EPNAC, c'est émanation d'un établissement public. On essaye de disséminer ça au maximum, de se dire que il y a peut-être un renouveau aussi dans ce type d'événement, que du coup maintenant on fait en 7 heures, on anime directement, on guide les personnes, et je vous assure que sur les derniers qu'on a fait, à Lyon, à Roubaix, Saint-Pierre-et-Miquelon, on a eu à chaque fois des projets. Les personnes qui étaient dans les équipes n'étaient pas des ingénieurs, c'était pas des super spécialistes du handicap. C'était des vraies personnes. Elles ont donné de vraies réponses, de vraies idées, basées sur une vraie expérience. Et je trouve ça sympa de pouvoir commencer cette table ronde aujourd'hui. Je vais m'arrêter là, hein, mais de commencer par ça pour dire, c'est aussi ça qu'on essaye de faire. Dans le faire, tu as parlé de faire, le fait qu'on fait, on fait. Parce que on a envie de multiplier ces expériences-là, parce que c'est aussi ça l'essentiel. Sensibiliser, on pourrait écrire un rapport directement. Réjeanne, certains et moi-même, on aime bien écrire. On pourrait écrire plein de rapports, mais je vous assure que le faire et participer, laisser participer, inciter à participer, inciter à vivre ces expériences-là. Déjà, c'est pour nous quelque chose qui est une motivation à se lever tous les matins. Pour les gens avec lesquels on a travaillé, les étudiants qu'on a sensibilisés, les personnes qui ont participé, les professionnels qui ont aussi participé, c'est des changements. Hein. Je vais finir par une petite anecdote. Le dernier hackathon qu'on a fait, donc ça s'appelle Open Forum EPNAC, qui était à Lyon le 19 mars. On l'a fait en même temps que le e-Handi Tour, hein, à Lyon. Bon,
Ouais, plus jamais. On refera 2 événements en même temps, c'est juste pas possible. La veille de l'événement, nos collègues, les professionnels de l'ESRP et BNAC Lyon, se sont demandé ce qu'on venait faire là. Ils n'avaient pas été prévenus et voilà. Et en gros, aucun sourire, ça tirait la gueule, mais qu'est-ce que... Voilà. En gros, on leur rajoutait du travail. Je vous assure que le lendemain, quand on est parti, après l'événement, enfin le surlendemain, après l'événement, après avoir été applaudi, voilà, c'est surtout ma collègue qui a été applaudie d'ailleurs pour l'animation qu'elle avait faite, on a senti qu'on avait changé quelque chose. Et même si la veille de l'événement, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce que ça va être? 2 jours après, ça nous a rappelé que effectivement, il fallait être là, que cet événement-là aussi, c'était aussi pour nous en tant qu'organisateurs, de nous rappeler à quel point ça peut changer des choses. Et même si c'est sur une journée sur 365 où on a changé quelque chose, on l'a fait. Parce qu'en tant que chargé de mission, innovation, dans un établissement public, c'est la seule occasion qu'on a d'être, d'être content de ce qu'on fait. On sera jamais content tant qu'on n'aura pas réglé les choses. Voilà, j'ai terminé. Une opération très inspirante parce qu'elle est gagnante sur tous les fronts. Elle est gagnante parce que les personnes professionnelles qui sont là, qui sont jurys, qui viennent d'entreprises, apprennent eux-mêmes, se sont s'embellir son handicap, parce que les jeunes étudiants qui sont là deviendront des futurs managers et qui seront imprégnés de ce qu'est le handicap. Et révélateur parce que finalement, les plus actifs étaient les personnes en situation, les plus créatifs étaient les personnes en situation de handicap eux-mêmes. Donc, s'il s'agit de valoriser les compétences de ce type de personnes, c'est vraiment la solution idéale. Et gagnant aussi parce que ce type d'activité révèle des projets dans lesquels vont s'installer professionnellement ceux qui y ont participé. La dernière fois, c'était sur la thématique de l'intelligence artificielle. Et il faut voir ce que l'intelligence artificielle peut apporter comme avancée sur la thème de la compensation ou de l'accessibilité. Et c'est assez extraordinaire. Ça a été révélé. Enfin, je faisais membre du jury et il y avait 8 projets qui méritaient à chacun d'eux d'être portés sur le marché officiel, quoi, si je puis dire. Hein. Il y en a un qu'on va porter parce que ça je l'ai pas précisé, mais lorsqu'on fait un hackathon ou lorsqu'on fait un open forum, c'est-à-dire format réduit, on a quand même l'ambition de développer le dispositif, que ce soit un dispositif humain ou technologique. Notre ambition, c'est aussi de développer. Alors c'est pas obligatoirement simple, hein, parce que il y a toujours la question des moyens, et c'est une vraie question en France aussi. Maintenant que j'ai dépassé la frontière, je peux le dire. Sans risquer ma peau. On a besoin de plus de moyens aussi pour l'innovation. On a besoin de moins de contraintes, moins de barrières justement, et de lignes budgétaires, parce que la première chose qu'on devrait faire, c'est déjà expérimenter beaucoup plus. Donc l'idée, c'est normalement tu fais un hackathon, à la fin tu as un projet, et on devrait pouvoir expérimenter le projet, c'est-à-dire commencer à développer le prototype et avoir l'occasion d'en faire quelque chose. Mais tu vois, c'est ce qu'on a fait dernier hackathon. On est sur le point de développer le projet vainqueur. Et c'est toujours une fierté quand on arrive à le faire. Mais c'est dommage que ce soit aussi compliqué d'arriver au moment où on a la signature du chèque. Oui. Eh bien, on pourrait imaginer un Erasmus Plus 2025, jusqu'à maintenant 2025. Sur une thématique partagée, alors pourquoi pas avec du Luxembourg, mais enfin, alors donc on va continuer parce que, alors je vois apparaître Monsieur Joël Delvaux du syndicat OGBL que je ne connais pas, donc je suppose que c'est un syndicat représentant des travailleurs, j'imagine, hein, évidemment qui ont leur mot à dire et probablement des conventions à faire passer avec les branches et les entreprises pour aider à leur intégration. Et donc, je suis très, très intéressé d'écouter votre contribution. C'est Monsieur Joël Delvaux pour l'OGBL. Préciser que
comme on est en retard de 20 minutes, on peut dire, c'est à 12 minutes si possible, pour rattraper un petit peu le retard. Je vais être très rapide puisque effectivement le département des travailleurs handicapés de l'OGBL n'est pas maintenant spécialement dans le domaine digital, hein, je dois le dire tout de suite, mais nous avons effectivement aussi un ou l'autre petit projet qui va dans cette direction. C'est pour ça que je ne me sens quand même pas totalement à la mauvaise place. Mais d'abord peut-être voilà, qu'est-ce que c'est le département des travailleurs handicapés de l'OGBL? Alors l'OGBL d'abord c'est le premier syndicat ici au Grand-Duché, le plus grand, le plus représentatif. Et depuis 20 ans, il a donc cette structure de département des travailleurs handicapés. Un département, on en a plusieurs. On a un département femmes, on a un département jeunesse, on a un département immigrés, entre autres. C'est au fait donc ça regroupe les salariés qui ont cette spécificité en commun, indépendamment dans quel métier qu'ils travaillent ou pour quel secteur qu'ils travaillent. Et la mission d'un département est donc au fait de défendre l'intérêt spécifique de ces salariés et bien sûr de faire du travail politique pour améliorer leurs conditions de travail. Le département des travailleurs handicapés a bien sûr la grande mission justement de tout faire pour aller vers une société plus inclusive dans le domaine du monde du travail, mais également au niveau donc formation scolaire et apprentissage. Hein. Donc c'est au fait tout le volet qui tourne autour aussi forcément du travail. Le département fonctionne de la façon suivante. Nous avons deux parties. Une partie qui est au fait un comité qui reprend des membres de l'OGBL qui ont cette spécificité d'avoir le statut, la reconnaissance du statut de travailleur handicapé ou qui sont sous le statut de travailleur à capacité de travail réduite. Il faut savoir qu'au Luxembourg, il existe ces deux statuts. Quelle est la différence? Bon, la différence, c'est le statut de travailleur à capacité de travail réduite est plutôt pour des personnes qui, au cours de leur carrière, ont eu ou une maladie handicapante ou alors un accident de travail ou un accident de la vie qui fait qu'ils ne sont plus à même de pouvoir continuer leur vie comme ils étaient habitués, ou aussi que dans le domaine de leur vie professionnelle, il y a des changements, des aménagements, etc. à prévoir. Donc, ils peuvent faire la demande, la procédure de reconnaissance donc de ce statut. Et à ce moment-là, ils sont un petit peu dans une situation similaire. Après, le statut de travailleur handicapé, bon, ça c'est au fait pour toutes les autres personnes qui ont une diminution de capacité de travail d'au moins 30%, qui peuvent donc faire la démarche pour obtenir ce statut. Et dès qu'ils l'ont obtenu, ont donc toute une série de mesures pour les aider à au fait trouver ou à maintenir leur emploi. Hein, donc trouver un emploi ou maintenir un emploi. Dans notre mission, d'une part, c'est donc le travail du comité. Automatiquement, tout membre de l'OGBL qui a ce statut est membre du département. Donc, pareil pour les autres départements, toute salariée féminine qui est membre à l'OGBL est automatiquement membre aussi du département des femmes. Hein, donc voilà, et peut donc participer activement au travail de son département. Ensuite, on a la deuxième partie, ça c'est plutôt directement lié au service aux membres. Donc ça c'est par exemple pour des procédures individuelles. Hein, donc si par exemple vous avez une personne qui justement se retrouve en procédure de demande d'obtention du statut, quel qu'il soit, et qui rencontre des problèmes au niveau administratif ou avec ses médecins ou avec la reconnaissance, qu'il faut éventuellement faire un recours ou quoi que ce soit, il peut donc bénéficier de notre soutien pour tout ce qui est donc de cette démarche. Ou alors, pareil, ce qu'on rencontre aussi, c'est que des fois, il y a des personnes qui ont le statut de travailleur handicapé, travaillent déjà depuis un certain nombre d'années chez un employeur et tout marche bien. Tout d'un coup, il y a une restructuration de l'entreprise, il y a de nouveaux patrons, l'entreprise est rachetée ou quoi que ce soit, et tout d'un coup, ça devient un problème et la personne se retrouve au point où elle risque de perdre même carrément son emploi. Donc là aussi, évidemment, il peut venir chez nous et nous, on va essayer donc de faire le nécessaire pour bien sûr garantir que cette personne puisse continuer à garder son emploi. Là, pour ce domaine-là, c'est donc en fait moi qui m'en occupe, donc l'accompagnement des membres dans ma fonction donc de conseiller syndical embauché auprès de l'OGBL et responsable donc du département des travailleurs handicapés. Alors les projets, donc ça c'est donc au niveau justement donc du comité, on a donc comme je dis beaucoup de missions et de projets donc pouvant favoriser l'inclusion donc des personnes
de situation handicapée donc dans le monde du travail. Et là, nous avons des partenariats. Entre autres, nous avons signé avec les partenaires sociaux, donc entre autres avec les autres syndicats représentatifs du Luxembourg, ainsi qu'aussi avec une organisation patronale, l'Union des entreprises luxembourgeoises, une charte de collaboration pour nous inciter à travailler ensemble pour atteindre justement cet objectif d'inclusion de salariés handicapés dans le monde du travail ouvert. Et dans ce cadre, nous avions donc l'idée et la mise en place, avec aussi en partenariat de l'administration de l'emploi, qui est sous la tutelle du ministère du Travail, de mettre en place un curriculum vitae anonymisé pour, au fait, donner la chance aux futurs salariés qui veut se présenter à un employeur de mettre en avance d'abord ses compétences et non pas ses déficits. Nous avons constaté que très souvent, les personnes, ils se présentent ou ils écrivent leur lettre de motivation et ils disent déjà tout de suite, voilà, j'ai un handicap ou j'ai ci, j'ai ça, et que ça avait tendance à plutôt stigmatiser et à freiner l'embauche donc de ces candidats. Et là, nous avions eu l'idée de dire, OK, on va faire autrement, on va faire des curriculum vitae qui vont plutôt dans le sens où la personne va mettre en avant toutes ses compétences, ses talents et tout ce qui porte intérêt à l'employeur d'embaucher ce candidat-là. Et seulement vers la fin, donc du curriculum vitae, et il y a donc une case qui spécifie dans quel statut il se retrouve. Mais alors, en plus de cela, quand il coche cette case, il y a un annexe au curriculum vitae qui donne accès direct à l'employeur à tous les mesures bénéficiaires qu'il va pouvoir faire demande s'il embauche ce candidat. Puisqu'il faut savoir, comme je l'ai dit, que l'État luxembourgeois offre pas mal de mesures pour, au fait, encourager les employeurs à donner une chance aux salariés handicapés. Et très souvent, ils ne savent pas que ces mesures existent. Ils ne savent pas non plus comment ils doivent faire pour pouvoir en profiter. Et donc, à ce moment-là, l'employeur a directement, dès qu'il a vu à ce candidat-là m'intéresse, parce qu'il l'a d'abord repéré par ses talents, et qui constate après, d'accord, il a un statut de travailleur handicapé, il va tout de suite voir de tout ce qu'il peut bénéficier en l'embauchant, donc en plus des talents qu'il va avoir en l'embauchant, de toutes les aides étatiques qu'il peut bénéficier, et aussi les adresses de contact direct où il peut donc demander ces aides. Et alors, ce curriculum vitae est en ligne, justement. C'est-à-dire que le candidat peut le mettre en ligne sur le job board du ministère de l'État, donc de l'administration de l'emploi. Et les employeurs qui sont à la recherche de talents peuvent donc tout simplement y avoir directement accès. Donc, en fait, c'est malheureusement quelque chose qui n'a pas encore vraiment, comment on dit, pris tradition. Donc, il y a encore beaucoup de personnes en situation de handicap qui ne savent pas que cela existe. Et ce n'est pas encore vraiment quelque chose qui est usuel, on peut dire. Mais voilà, c'est en tout cas une piste qu'on veut encore continuer à élaborer et à renforcer dans tous les cas pour aller vers ce chemin-là et pour justement faire changer cette opinion de toujours voir la personne handicapée comme quelqu'un de déficitaire ou comme justement de faire de la bonne action en embauchant une personne handicapée, mais vraiment pour donner l'image à l'employeur, voilà, j'ai besoin de quelqu'un. Là, il existe des personnes qui ont des talents spécifiques, qui sont spécialisées dans un tel ou tel domaine, et savoir où les trouver et comment aussi après, bien sûr, pouvoir bénéficier de tous les avantages et les aides qu'ils peuvent avoir en les embauchant. À côté de ça, notre syndicat travaille de manière assez classique, donc moins digitale, mais le Covid nous en empêche quand même fait aller un petit peu vers cette direction-là aussi. Et nous utilisons maintenant beaucoup justement la possibilité qu'offre le travail en ligne pour se réunir, parce que ça c'est justement un grand souci dans le niveau pour les personnes handicapées de pouvoir après leur journée de travail, que ce soit en atelier dit protégé ou que ce soit même dans le monde ouvert du travail, de pouvoir encore le soir aller à des réunions et aller encore jusqu'à 10 heures du soir être sorti de la maison, puisqu'il y a plein de soucis au niveau des soins, des services de soins qui doivent les préparer pour la nuit, etc. Et donc, nous avons, dû au Covid, de toute façon, tout d'un coup, switché sur tout ce qui est donc Zoom, et Teams et compagnie. Et nous utilisons ça maintenant donc pour pouvoir faire nos réunions. Et on constate qu'il y a un afflux important de nouveaux militants actifs grâce à cet outil. En
fait, hein, qui avant, donc, au fait, étaient plutôt distants ou ne participaient pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens et que grâce maintenant au fait qu'on fait en ligne, ils ont cette accessibilité et cette possibilité de participer et l'utilisent. Hein. Voilà. Donc, étant donné qu'on est pressé, je vais en rester là, mais je suis ouvert aux questions et donc s'il y a des questions, vous pouvez bien sûr me les poser. J'aurais eu beaucoup de questions à vous poser parce que nous avons eu un équivalent en France qui s'appelle la CFDT et qui envisageait de mettre en place une convention de branche pour essayer d'inciter les entreprises adhérentes à appliquer de nouvelles mesures adaptées au niveau des horaires, au niveau de l'appui aux aidants. Et donc on reparlera de ça, mais c'est vrai qu'on est un peu pressé par le temps, donc on va donner on en reparlera. On va donner la parole à Monsieur Christophe Knebeler, qui est syndicat LGGB. Donc oui, c'est le deuxième syndicat du pays. On représente en fait tous les salariés de droit privé, donc aussi ceux, y compris ceux qui sont employés dans des établissements publics. C'est important à noter parce que notamment il y a l'administration gouvernementale, la délégation qui est implantée à ce niveau-là. Elle regroupe essentiellement des personnes qui ont le statut de salariés handicapés au niveau de l'État. Et là, on est notamment le syndicat majoritaire au niveau de la délégation. Donc, on représente déjà les salariés à statut handicapé à ce niveau-là. Ensuite, les activités du syndicat, c'est essentiellement identique à ce que mon collègue vient de dire. C'est l'information, l'aide et assistance, respectivement aussi la défense des intérêts des salariés tout court et aussi, bien entendu, des salariés en situation de handicap. On est un peu organisé d'une manière différente que l'autre syndicat. On n'a pas maintenant de service spécifiquement dédié au handicap. Au niveau du LCGB, ça fait partie de la politique sociale du syndicat. Moi-même, je suis responsable de la politique sociale au sein du syndicat. Je suis aussi membre du bureau exécutif du LCGB, donc c'est aussi implanté à ce niveau-là. Ça fait partie aussi du programme d'action du syndicat, donc tout ce qui touche à la diversité, l'égalité des chances, mais aussi lutte contre les discriminations. Bien entendu, on retrouve aussi la question du handicap, parce que ça rentre aussi dans ce domaine-là. Essentiellement, on revendique une société, bien entendu, inclusive, surtout pour nous, c'est via le travail. Donc, l'insertion sur le marché du travail tout court. Donc, comme on dit toujours, le premier marché du travail. Ensuite, en ce qui concerne l'information, l'aide et assistance, ça c'est géré au niveau de nos infocentres. C'est en fait les bureaux qu'on a pour les consultations au niveau du droit du travail et du droit social. C'est notamment lorsque je veux, par exemple, demander le statut de salarié handicapé pour avoir une aide et assistance, mais aussi l'information nécessaire, aussi sur le cadre légal, quels sont les droits qui sont rattachés à ça, identique si j'ai un problème avec mon employeur, si nécessairement il y a aussi un litige au niveau du droit du travail, on peut même fournir un avocat, ça fait partie aussi des prestations en tant que membre du syndicat. Puis, en ce qui concerne la défense des intérêts, je l'ai déjà dit, le programme d'action, c'est en fait le fil rouge de nos revendications. Ça se fait essentiellement par la coopération avec les différents acteurs qui existent déjà dans le domaine. Donc, ça peut être notamment aussi donc différentes associations, mais c'est aussi les partenaires sociaux eux-mêmes. Donc, mon collègue l'a dit, on a signé ensemble déjà il y a plusieurs années une charte sur cette question-là, qui a aussi un peu structuré la collaboration au niveau des partenaires sociaux. Ça s'est un peu endormi suite à la pandémie, malheureusement. Je dois insister, mais c'est plutôt du côté des employeurs où ça s'est endormi, pas du côté des syndicats. Nous, on aurait bien aimé continuer sur la trajectoire qu'on avait déjà entamée. Vous avez déjà entendu un exemple concret, c'était tout ce qui est la valorisation des compétences des salariés en situation de handicap. C'est justement un des points clés. On voudrait y insister. Ça, c'était une des premières initiatives. Là, le profil qu'on avait développé, on avait aussi fait des conférences, on avait notamment aussi essayé de sensibiliser les employeurs déjà sur la question tout court de l'embauche d'un salarié
en situation de handicap parce que justement, il y a une forte méconnaissance des aides existantes. On a déjà vu à ce moment-là que l'écho aussi du côté des entreprises était quand même très restreint. Hein. Donc déjà là aussi, la prise de conscience déjà pour réfléchir sur la problématique aussi, se confronter à la problématique, ça pose aussi problème à ce niveau-là. Donc on voit surtout s'il y a des barrières, ils existent surtout au niveau des mentalités et aussi au niveau de l'approche un peu des entreprises parce que c'est d'une manière un peu stigmatisante. On voit toujours le handicap et on voit pas vraiment le potentiel du candidat qui pourrait offrir à l'entreprise parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont de bonnes formations hein, malgré un handicap, qui ont aussi des compétences qui sont recherchées sur le marché du travail, mais les entreprises en quelque sorte ils se privent eux-mêmes ce potentiel parce que justement ils n'essayent pas de se rapprocher de ces gens parce que il y a les barrières qui sont en fait dans les têtes et pas vraiment à un autre endroit. C'est à ce niveau-là aussi où on doit tous travailler dessus parce que justement ça pose problème si on veut garantir que il y a un taux d'emploi aussi élevé que possible des salariés en situation de handicap parce que justement si les entreprises ne les embauchent pas, il y a plus beaucoup qui restent. Il y a encore peut-être encore s'ils sont inscrits à l'ADEME, les initiatives sociales pour l'emploi, mais ça c'est pas vraiment la solution. On voudrait quand même que les gens se retrouvent dans une situation de travail normale aussi comme tous les autres salariés. Une autre question qu'on a vue aussi, si on parle handicap, on parle surtout toujours des handicaps visibles. L'handicap invisible, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup thématisé d'une manière déjà générale au Luxembourg. Et on avait aussi une conférence à ce sujet-là où on avait aussi une estimation d'environ 10% de personnes qui pourraient se retrouver dans une situation de handicap invisible, ce qui n'est pas rien hein, pour un petit pays comme le Luxembourg et ce qui montre quand même que c'est une thématique sur laquelle on doit tous travailler. On a dans ce sens-là une responsabilité sociale collective et ça fait partie aussi du travail du syndicat justement pour rendre attentif sur ce volet de la thématique. Et aussi pour changer un peu les mentalités. Puis, bien entendu, niveau politique aussi, hein, on est engagé à ce niveau-là. On avait encore dernièrement un échange aussi ensemble, les syndicats aussi avec la chambre professionnelle, la chambre des salariés, sur tout ce qui touche sur le marché du travail et les salariés handicapés, parce qu'ils étaient en train, je crois, de rédiger un rapport. Donc là aussi, on avait des échanges notamment sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas au niveau des ateliers protégés, aussi des problèmes qui persistent au niveau de la législation. Pour donner un exemple, on a des quotas qui sont inscrits dans le droit du travail où il y a certaines obligations en fonction de la taille de l'entreprise pour avoir un certain quota de personnes qui ont soit un handicap ou qui sont reclassées. Les reclassés, ça doit pas forcément être une personne qui a un handicap, c'est plutôt des personnes qui avaient des graves problèmes de santé et qui par la suite ne peuvent plus vraiment remplir à 100% leurs tâches pour laquelle ils ont été embauchés et c'est via le reclassement où on va garantir que les gens peuvent quand même continuer à travailler au sein de l'entreprise, idéalement. Et le problème qu'on a actuellement, c'est qu'au niveau de la loi, les quotas, ils sont en fait mélangés. On met les deux hein, dans un quota. Assez souvent, il y a déjà des personnes reclassées dans l'entreprise parce qu'il y en a encore dernièrement de plus en plus de personnes qui sont reclassées. Ce qui sape en quelque sorte aussi les chances pour un salarié en situation de handicap d'être embauché parce que l'entreprise va dire j'ai atteint mon quota, hein, j'ai fait mon obligation légale et je vois pas vraiment pourquoi je devrais encore maintenant embaucher des personnes supplémentaires parce que de nouveau on le voit un peu comme problématique parce qu'on doit aménager le lieu de travail et ainsi de suite alors qu'il y a des aides pour ça. Mais ça c'est de nouveau les barrières dans les aides et pas vraiment le vrai problème de la thématique. Et ça aussi, ça pose problème. Mais là, notre revendication est claire. Il faut séparer les quotas. Si on veut avoir des quotas, il faut avoir 2 quotas différents. Mais même là, avec les quotas, c'est comme les discussions aussi pour les quotas de la représentation entre hommes et femmes. On change pas les mentalités avec des quotas. Ça, c'est des obligations qu'on impose. C'est pas avec ça où on va vraiment arriver à un monde plus inclusif. L'inclusion, ça passe vraiment via les mentalités et parce qu'on est convaincu qu'on doit agir là-dessus et pas parce qu'on force les gens de le faire. Donc ça aussi, ça fait partie de l'engagement du syndicat. Encore un mot sur la digitalisation pour terminer.
On avait il y a 5 ans déjà établi un programme d'action aussi pour le volet tout ce qui touche à la digitalisation dans le cadre du travail. Là, on avait aussi déjà souligné que, comme pour tous les salariés, hein, les défis, opportunités, mais aussi un peu les chances d'un côté, mais aussi les défis, ça pose aussi, la question se pose aussi au niveau des salariés en situation de handicap. Il y aura certainement de nouvelles possibilités aussi pour embaucher des gens hein, en fonction de handicap, justement, avec les nouveaux moyens technologiques. Aussi le développement du télétravail, on a dit ça peut être une chance aussi pour faciliter l'emploi, justement au sein de l'entreprise, parce qu'il y a le problème de la mobilité, par exemple, qui tombe à l'eau. De l'autre côté, il faut pas qu'on a le réflexe de dire on va mettre ces gens-là à 100% en télétravail. C'est pas la solution non plus. Hein. Il faut le faire de la même manière comme pour tous les autres, parce que le télétravail à 100%, c'est quand même vraiment l'exception très rare. Hein. C'est un mix de quelques jours en présentiel et en télétravail. Et il faudrait alors que ce soit aussi le cas pour les personnes en situation de handicap et pas qu'on désabuse un peu des nouvelles possibilités justement pour mettre un peu à l'écart les gens qui sont dans la situation en handicap. Et puis, en ce qui concerne l'accessibilité, on travaille aussi beaucoup dessus au niveau du syndicat. On a lancé maintenant il y a 1 an une application mobile qui permet justement aussi de prendre contact par voie digitale avec un consultant au sein du syndicat si on a une question, et notamment aussi par visioconférence. On n'a pas besoin de se déplacer. C'est très facile avec la visioconférence, notamment après la pandémie. La plupart des gens sont habitués au moins au lancement d'une visioconférence et ça va alors bien le gérer. Et ça aussi, pour nous, c'est important à noter parce que justement, on s'ouvre aussi à ces nouvelles technologies et on voudrait aussi faciliter l'accès au syndicat, au service du syndicat via la digitalisation parce que d'un côté, on le revendique, de l'autre côté, on doit aussi le vivre. Donc, c'est un peu aussi ça la philosophie de notre syndicat. Il suffit pas de revendiquer, il faut aussi donner le bon exemple. Merci. Merci beaucoup. Je vais donner la parole maintenant à Monsieur Hurt. Oui. Alors évidemment, nous sommes dans un effet de direct et j'ai des appels un peu angoissés de mon fils et de l'école de mon fils. Vous savez que j'ai un enfant en situation de dyspraxie et je suis obligé de m'absenter parce qu'il y a une urgence visiblement. Donc je vais vous laisser la parole. Je te laisse éventuellement guider les choses si jamais. Bien, je vous remercie en tout cas de m'avoir invité à ce colloque, cette table ronde. Donc, je me présente, je suis Patrick Hurst, j'ai 43 ans, je suis aveugle de naissance et en fait, j'ai été le premier élève en situation de handicap, le premier élève non-voyant à être intégré, comme on disait à l'époque, en 1987, à l'école primaire ici à Mersch, donc pas très loin d'ici. Voilà. Bon, à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens digitaux qu'on avait aujourd'hui, les scanners, les téléphones avec caméra, les plages braille. À l'époque, tout se faisait encore de manière relativement rustique à la main avec de grosses machines à écrire, voilà. Voilà, il fallait beaucoup de personnes voilà, volontaires qui s'investissent vraiment beaucoup pour que je réussisse les cycles voilà de l'école dite normale. Et du coup voilà, en 93, vu qu'il n'existait pas de dispositif comme actuellement dans les lycées et les écoles, je suis allé en France et là j'ai déjà découvert que voilà, on était quand même largement en avance sur le Luxembourg, puisqu'il existait des projets pilotes à Nancy justement pour intégrer des personnes aveugles au lycée et au collège. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai continué mes études jusqu'à l'université. Et c'est oui, j'ai fait des études en langue, en français, langue étrangère et en anglais. Et voilà, c'est à l'université que je suis devenu progressivement activiste, vu que j'ai
rencontré d'autres étudiants en situation de handicap qui, eux, voilà, avaient des problèmes à accéder à leurs amphis en fauteuil roulant, par exemple. Et donc, voilà, c'est là que je me suis rendu compte que le handicap, bien qu'on veuille effectivement tabouiser le sujet, voilà, a quand même une dimension politique. Et voilà, notre première expérience en fait était voilà un rapprochement de l'association étudiante comme sur des roulettes dont j'ai fait partie en 2001 avec le syndicat étudiant, l'UNEF en France, tout le monde connaît quand on est dans les universités. Voilà, ça n'a pas très bien marché, disons, mais moi, j'ai pas lâché prise quand même. Voilà, je me suis intéressé aussi à la situation au-delà de la France. Voilà, et je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui bougent. Bon, ici au Luxembourg, il y avait Info Handicap, et au niveau européen, il y avait le Forum européen des personnes handicapées. Et voilà, dans les années 2000, il y a eu aussi déjà quelques évolutions importantes au niveau législatif. Disons, il y avait en France la fameuse loi de 2005 qui a été adoptée, et au niveau international, la CRDPH, la Convention sur les droits des personnes handicapées en 2006. Et je me suis dit, voilà, si on a des instruments comme ça, serait très bien. Il faut se baser là-dessus pour continuer à revendiquer nos droits à l'inclusion. Donc voilà, depuis 2006, voilà, j'étais revenu au Luxembourg, et voilà, je travaille donc au lycée Hermesinde à Mersch comme assistant pédagogique. Je fais des cours d'appui, je participe aussi aux préparations des cours des enseignants. J'essaye de fournir des ressources numériques d'un peu partout que les enseignants peuvent utiliser. J'aide aussi les élèves dans leurs recherches. Et puis voilà, comme j'ai dit, j'ai continué mon travail activiste au Luxembourg. Et d'ailleurs, c'est avec Joël ensemble, voilà, que nous avons fondé en 2011 l'association Nemmemat Ice. Donc c'est une association dite d'autoreprésentants, puisque voilà, notre principe en fait c'est que qui mieux peut représenter nos intérêts que nous-mêmes en fait. Donc c'est le principe de la participation et de l'autoreprésentation qui nous est vraiment essentiel. Et le Luxembourg, contrairement à la France, c'est un petit pays, et du coup les chemins, on dit toujours, sont extrêmement courts. Donc il est possible de voir la mairie de la ville de Luxembourg, de contacter des ministres, de contacter aussi d'autres partis politiques dans le contexte des élections. Et voilà, c'est comme ça que nous avons continué notre travail. Nous avons fait certains projets qui ressemblent un peu au hackathon dont vous avez parlé tout à l'heure. Un projet récent que l'association Nemmemat Ice a fait en 2021, c'est c'est la sensibilisation des députés et des hommes politiques, des ministres aux situations de handicap. On leur a bandé les yeux, on les a mis en situation justement, et c'est là qu'ils se sont rendus compte que la loi sur l'accessibilité qu'ils étaient en train de voter, c'était peut-être pas si anodin que ça, que ça pouvait changer beaucoup de choses. Et c'est comme ça que la loi a été votée finalement en 2021 et est entrée en vigueur en 2023. Donc maintenant on a une loi comparable à la loi française sur l'accessibilité. Et
Oui, donc ce qui joue aussi, c'est l'implication dans d'autres organismes publics. Donc voilà, je fais partie depuis 2015 du Conseil supérieur des personnes handicapées. Donc c'est voilà un organe près du ministère de la Famille qui lui est responsable des politiques du handicap au Luxembourg. Et donc nous on conseille le ministre sur les projets de loi et les décisions à prendre en matière de handicap justement et de besoins spécifiques comme on l'appelle dans les pays anglophones et aussi au Luxembourg. Bon, j'ai aussi fait partie pendant 10 ans du Centre pour l'égalité de traitement. Donc c'est un organisme comparable à la HALD en France, à le défenseur des droits, on l'appelle maintenant. Donc c'est l'agence qui traite des cas de discrimination et qui elle aussi émet des recommandations qui orientent les victimes de discrimination et qui les soutient dans leur démarche. Et donc mon projet le plus récent, je sais pas, vous avez peut-être rencontré ou vu des panneaux dehors, c'est les élections européennes et j'ai été sollicité par le parti des Greens, les Verts, à faire partie de leur liste pour les élections européennes et donc là aussi je veux continuer ce travail politique en faveur des personnes handicapées. Un travail qui, pour moi, a deux volets. D'un côté, la sensibilisation, mais aussi la revendication vraiment purement politique, disons. Ici au Luxembourg, en tout cas, ce que je peux dire de ces 17 ans d'expérience ou activiste dans le milieu du handicap, c'est qu'on a quand même la chance que le gouvernement luxembourgeois est prêt à investir beaucoup d'argent. C'est les bâtiments sont rénovés très rapidement, donc ça joue en notre faveur, en faveur d'une plus grande accessibilité. On a aussi de nouvelles infrastructures qui ont été construites. Le tram à Luxembourgville, il est maintenant pleinement accessible. Les nouvelles gares et tout ça. Donc ça n'est quand même pas à négliger. Donc comme l'a dit Joël et les autres intervenants, je suis bien sûr ouvert à d'autres questions pendant la journée, donc n'hésitez pas. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je m'appelle Swazik et je vais vous parler un petit peu de mon expérience avec les programmes Erasmus Plus, qui ont vraiment eu un fort impact sur mon parcours à la fois personnel et professionnel. Donc comment j'ai découvert Erasmus Plus? J'ai effectué un service volontariat européen, ce qu'on appelle maintenant le CES, Corps européen de solidarité. Et donc ce projet, c'est un projet qui permet à des jeunes de 18 à 30 ans de faire un volontariat européen dans n'importe quel pays d'Europe. Alors moi, j'ai eu la chance d'être recrutée pour travailler au musée du jouet à Vilnius, donc en Lituanie. Et donc ce que je faisais, partie de mes missions, il y avait l'accueil des publics, expliquer un petit peu ce que proposait le musée, et on m'avait proposé aussi des tâches que je pouvais faire assise, comme rechercher d'autres musées du jouet en Europe afin de faire un petit guide, ou de chercher aussi des activités à faire avec les enfants. Alors, au niveau obstacle, donc c'est toujours le même obstacle que je rencontre à chaque fois, c'est la problématique. On en a déjà un petit peu parlé d'accessibilité, donc pas d'accessibilité des bâtiments, des logements. Alors mon logement n'était pas accessible en Lituanie, il y avait 10 marches à monter, mais on m'avait prévenu en avance. Et ce qu'on a essayé de me proposer comme aménagement, donc en premier aménagement, on m'a mis en lien avec une association sur le handicap. Ça m'a permis d'acheter une planche pour la salle de bain parce qu'on avait une baignoire dans le logement.
On m'a aussi mis en lien avec des taxis sociaux. Donc en Lituanie, il y a des taxis sociaux. Ce sont des transports adaptés un petit peu style PAM qu'on retrouve en France, mais qui sont vraiment beaucoup plus restrictifs en termes d'horaire. On peut pas les utiliser, par exemple, jusqu'à après 18 heures. Il faut les réserver en avance, donc ça restait assez contraignant. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé sur mon téléphone les applications Uber et Bolt, qui sont les taxis low cost. Sachant que c'est rare qu'ils ont des véhicules adaptés, mais j'avais un déambulateur que je pliais. La directrice du musée du jouet, qui était ma tutrice, elle m'a proposé de faire 1 à 2 jours de télétravail aussi chez moi. Comme ça, je n'avais pas à me déplacer toujours au musée. Une expérience que j'ai beaucoup aimée aussi, c'est que on a eu des cours de lituanien à domicile, car dans ce projet européen, on a la chance d'avoir des cours de langue. Et donc, tous les mardis, dans ma cuisine, j'avais cours de lituanien. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très, très bonne pratique qui a été mise en place. Au niveau de l'alimentaire, je faisais mes courses via un site en ligne. Et aussi, ce que je voulais pointer, c'est que dans ce programme, on a une assurance médicale. C'est-à-dire que, donc Cigna, c'est-à-dire qu'on est couvert durant toute la durée du projet, et aussi en France pendant les vacances si on retourne en France. Et moi, ça m'a permis de continuer mes séances de kiné dans une clinique privée. L'association coordinatrice avait aussi mis en place un mentor. Un mentor, c'est une personne vers qui on peut se tourner, qui est quand même assez neutre si on a un problème, si on a besoin de parler de quelque chose. Et j'avais aussi une amie locale. Et une amie locale, c'est quelqu'un qui va nous aider un petit peu à nous intégrer à la ville, à nous faire découvrir aussi la ville de manière touristique. Et je pense que l'on soit en situation de handicap ou pas, pour moi, ce sont vraiment des bonnes pratiques, en tout cas, à encourager. Et pour terminer, donc, quel que soit le degré d'accessibilité, je pense que c'est très important qu'il y ait une attitude positive de l'entourage. Et moi, j'ai eu de la chance d'avoir vraiment des personnes très ouvertes autour de moi, qui m'ont toujours encouragée et qui m'ont jamais conseillé, par exemple, d'abandonner le projet. Donc moi, c'est vraiment excusez-moi, c'est vraiment une expérience très valorisante qui a vraiment changé ma vie, mais qui malheureusement, je trouve au niveau national, en tout cas en France, n'est pas assez reconnue et même dans la société, ce qui est un petit peu dommage. Et la compétence qui ressort vraiment pour moi, c'est la compétence d'adaptation, adaptation à un nouveau pays, une nouvelle langue, un nouvel environnement de travail. Et je pense que c'est vraiment une compétence qu'il faut mettre en relief quand on parle des personnes en situation de handicap, car les personnes en situation de handicap doivent constamment s'adapter à un environnement, à des personnes, à un travail. Donc je pense que c'est vraiment une compétence importante. Et quand on fait un projet européen avec Erasmus, on a souvent un Youth Pass à la fin. Donc qu'est-ce que c'est le Youth Pass? C'est un certificat qui permet de réfléchir sur les compétences qu'on a acquises ou développées et qu'on remplit nous-mêmes. Donc, par exemple, pour ce projet en Lituanie, il y avait la compétence en langue étrangère, compétences budgétaires, interculturelles, interpersonnelles, etc., etc. Alors, après mon projet européen, en 2018, j'ai eu un diagnostic et j'ai une reconnaissance MDPH. Donc, la MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées en France. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé car j'ai eu la reconnaissance de qualité travailleur handicapé, la RQTH. J'ai pu bénéficier aussi de l'AH, qui est l'allocation adulte handicapé, dont on peut bénéficier, mais sous vraiment des critères très très stricts. Et tout ça, ça a été grâce à une assistante sociale que j'ai rencontrée durant une hospitalisation à l'hôpital de Garches. Et ça, évidemment, facilité l'amélioration de ma qualité de vie. Alors, j'ai commencé par parler du projet en Lituanie parce qu'en fait, grâce à ce projet, moi, j'ai réussi, après le projet, à décrocher un petit job dans un autre musée du jouet en banlieue parisienne, donc à Poissy, dans le 78, dans les Yvelines. Alors, j'étais agent d'accueil, donc le job était un petit peu similaire et on m'avait donc du coup aménagé un poste à l'accueil pour éviter de bouger. Donc, je recevais les visiteurs, je m'occupais de la billetterie et aussi de la boutique du jouet. Donc le lieu était semi-accessible, donc le musée n'était pas entièrement accessible, mais il y avait eu un effort de fait, des travaux avaient été faits
pour permettre l'accueil de personnes à mobilité réduite. Donc, même obstacle d'accessibilité, parfois manque de sensibilisation au handicap de certaines collègues, enfin dont une aussi. Et ce qui a été fait aussi, c'est qu'on nous a installé des stores, parce que moi j'ai une sensibilité très forte à la lumière. C'est pour ça que j'ai les lunettes de soleil et la casquette. Et donc ça nous a un petit peu aidé hein, de réduire la luminosité. Et ce qui était un petit peu difficile, c'est de demander un aménagement d'un poste qui était partagé par plusieurs collègues, parce que moi je n'étais que vacataire, j'avais un poste à 30%, donc je me sentais pas forcément légitime de demander un poste complètement aménagé, sachant qu'on tournait au niveau des collègues. Donc j'utilisais les transports adaptés pour y aller, la PAM, sachant qu'à cette époque, ça représente quand même des frais un peu plus importants que d'utiliser un pass Navigo. Et j'ai une aide partielle du FIP. Donc le FIP, c'est le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Alors ça a été très compliqué d'avoir cette aide. Il faut faire le dossier un an en avance et après on voit, enfin, ils décident de nous donner ce qu'ils veulent nous donner. Et je voulais pointer ça aussi du doigt parce que je pense qu'on pourrait vraiment améliorer les choses pour encourager les personnes à mobilité réduite à exercer une activité professionnelle. Il faut qu'on puisse avoir une aide aussi pour participer aux frais de transport. Alors, après le musée du jouet, bon, j'en ai un petit peu marre, donc j'ai voulu faire autre chose. Il y a un réseau qui a été créé, donc Alain en parlait, c'est le réseau EuroPeers. Alors, qu'est-ce que c'est le réseau EuroPeers? C'est un réseau de jeunes ambassadeurs qui, comme moi, sont partis aussi faire un volontariat européen. Et en fait, cette expérience, elle nous a apporté tellement de choses que nous, ce qu'on avait envie, c'est vraiment d'encourager d'autres jeunes à partir, de rendre ces programmes plus visibles et notamment d'encourager tous les jeunes, quelle que soit leur situation, donc des jeunes en situation de handicap, mais aussi on parle des jeunes ayant moins d'opportunités, ça peut être des jeunes en situation sociale difficile, obstacles financiers, etc. Donc ce que ça m'a permis de faire, ce réseau, c'est de témoigner de mon expérience. Par exemple, j'ai participé au Salon de l'éducation en Europe. J'ai aussi créé une petite exposition de photos avec des photos de mes voyages et aussi pour parler du CES et de l'inclusion. Et au niveau compétences et des bénéfices, pour moi, ça a été un vrai enrichissement. Il y avait vraiment le sentiment d'appartenance, d'appartenir à un réseau qui était à la fois local, national et aussi international, car c'est un réseau présent dans 12 pays, non, 14 maintenant, 14 pays en Europe, hein, on n'arrête pas le progrès. Et au niveau compétences, donc à nouveau compétences interculturelles, de communication, prise de parole, et aussi j'ai eu la possibilité de commencer un petit peu à animer et à faciliter des ateliers. Au niveau obstacles, bon, j'ai fait pas mal de déplacements dans différents pays d'Europe. On a toujours le problème d'accessibilité. Et ce que j'ai pu constater, c'est que le degré d'accessibilité varie d'un pays à un autre. Par exemple, en Allemagne, je n'ai pratiquement pas eu de problème. Mais ma première fois en Estonie, ça a été un petit peu catastrophique. On avait pourtant informé des besoins qu'une personne en fauteuil roulant allait venir. Le logement n'était pas accessible. Le transport n'était pas accessible et même en venant au Luxembourg, hier, on avait demandé à une agence de réserver un emplacement dédié dans le train qui n'a pas été fait. Et pour moi, c'est vraiment un vrai problème. Il est très, très important de communiquer avec la personne sur ses besoins et communiquer avec le lieu, avec le logement ou la salle de réunion qui va être utilisée parce que parfois on a des surprises et nous, on a déjà notre handicap à gérer. On peut pas gérer les problèmes d'accessibilité ou ça peut nous causer plus de stress. Donc pour moi, c'est vraiment important de communiquer en amont. Je conseillerais même d'aller visiter le lieu si c'est possible en avance pour vérifier que tout correspond bien, envoyer des photos, des vidéos, comme ça on sait à quoi s'attendre. Même si y a un problème d'accessibilité, on est plus à même de le gérer si on en a été informé. Donc, grâce à cette expérience EuroPeers, j'ai commencé à travailler en tant que facilitatrice junior, donc junior trainer. J'ai eu la chance l'année dernière, en novembre, de co-animer une formation EuroPeers en Allemagne et j'ai pu bénéficier d'une assistante aussi pour m'aider dans mes déplacements. Ça a été mis en place par l'agence nationale allemande et c'était vraiment très, très, très bénéfique pour moi
encore pour moi c'est une très très bonne pratique à encourager dans d'autres associations. J'ai aussi, donc depuis 1 an, j'ai aussi été facilitatrice junior avec le groupe de consultation des Europeers. Donc c'est un petit peu un groupe dans le groupe. C'est un groupe composé de 12 jeunes qui représentaient leur pays et qui avaient un petit peu envie d'améliorer les choses au niveau international. Et ce qui était très bien avec ce groupe, c'est qu'il y avait un vrai intérêt pour le thème de l'inclusion et du handicap. Moi, je les ai accompagnés pour animer une activité durant notre rassemblement national qui a lieu chaque année. Et en fait, ils ont animé une activité qui s'appelle, en anglais, c'est The Privilege Walk. En français, c'est un pas en avant. Et en fait, c'est une activité qui permet de prendre conscience de ses privilèges, que ce soit au niveau santé, richesse, discrimination, etc., etc. Et donc, durant cette année, je co-animais des visios en ligne. Alors, comme moi, je peux pas trop rester devant l'ordinateur, mon collègue m'aidait avec tout ce qui était technique. On travaillait ensemble et je communiquais sur mes besoins. Donc, pour revenir plus généralement à la valorisation des compétences pour les personnes en situation de handicap, on en a déjà un petit peu parlé, mais évidemment, se focaliser sur les capacités de la personne, sa motivation, ses intérêts, sa personnalité, et aussi, pourquoi pas, ses hobbies ou ses talents artistiques. Donc, je voulais terminer sur ça. Moi, j'ai eu la chance aussi de découvrir la danse inclusive, ce qu'on appelle danse inclusive ou bien mouvement corporel, donc qui inclut des personnes valides, non valides, mais aussi des personnes minorisées, des personnes racisées. C'est vraiment une pratique qui se veut accessible à tous et à toutes. Et j'ai pu la découvrir grâce à une association qui s'appelle Décabel, qui est située en région parisienne, qui organise des spectacles et qui a aussi des projets Erasmus. Et ça m'a permis un petit peu de déconstruire ce qu'on appelle la danse et aussi de voir comment est-ce qu'on peut bouger avec un fauteuil, que ce soit un fauteuil roulant manuel ou un fauteuil électrique. Et finalement, j'ai été impressionnée de voir le potentiel du fauteuil comme outil artistique dans une chorégraphie et de voir que finalement, quels que soient nos obstacles, on est tous capables de créer quelque chose si on en a envie. J'ai aussi fait un petit peu d'art-thérapie à Pantin. Donc Pantin, c'est une ville du 93 en Seine-Saint-Denis, dans une structure qui s'appelle la Maison des Femmes, qui est réservée aux femmes. Et ça a aussi un petit peu ouvert mon intérêt pour cette discipline. Et je vais terminer par une autre association qui s'appelle Novosport, donc qui est aussi en lien avec la danse inclusive. Novosport, c'est une association qui promeut le sport adapté et qui essaie justement de redéfinir des règles pour voir comment est-ce qu'on peut, par exemple, faire du basketball, du handball ou du tennis de table avec des personnes valides et des personnes non valides, car je pense que la mixité, c'est aussi vraiment très, 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 très important pour la valorisation des personnes en situation de handicap. Et je pense aussi que l'outil artistique peut être une autre manière aussi de valoriser les compétences des personnes handicapées. Merci beaucoup. Et s'il y a des questions aussi, pareil, n'hésitez pas à venir me voir.